C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, retour à la normale à Kinshasa après la tentative de coup d'État de dimanche. La résidence de Vital Kamerhe et le palais de la Nation, un des palais présidentiels, ont été attaqués par des hommes armés. Les autorités congolaises parlent de tentative de coup d'État. Reportage sur le jour d'après dans un instant. La Cour constitutionnelle sud-africaine a rendu son verdict. L'ex-président Jacob Zuma est inéligible. La plus haute juridiction a tenu compte de sa condamnation à la prison en 2021. Il ne pourra pas se présenter aux élections prévues dans 9 jours. Nous serons au cap dans ce journal. Et puis cette bonne nouvelle pour les défenseurs de l'environnement au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a constitué une commission ad hoc chargée d'auditer ces constructions sur la corniche. Elles avaient déjà été suspendues en avril dernier par le gouvernement. Reportage à Dakar à la fin de cette édition. Le jour d'après, en République démocratique du Congo, les autorités affirment avoir déjoué une tentative de coup d'État. La résidence de Vital Kamerhe, pressentie pour être président de l'Assemblée nationale, et le palais de la Nation, un des palais présidentiels de la capitale, ont été ciblés par un commando. Leur chef a été tué et d'autres ont été neutralisés. De nombreuses questions restent en suspens sur l'opération. Reportage à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. À Kinshasa, la circulation est normale, même sur le boulevard du 30 juin. Les magasins ont ouvert, seuls les titres des journaux témoignent de la tentative de coup d'État de la veille. Tout est calme, tout est relax. Nous, on va à nos occupations. Même si on me dit que dans la ville de Kinshasa, il y a des coups de feu, je vais prendre mon transport, je viens en ville. Dimanche, vers 4 h du matin, des dizaines d'hommes armés ont lancé un assaut. D'abord sur la résidence de Vital Kamerhe, futur président de l'Assemblée nationale. Puis ils ont occupé le palais de la Nation, l'une des présidences congolaises. Retransmise en direct sur les réseaux sociaux, cet assaut était dirigé par Christian Malanga, un ancien officier de l'armée congolaise qui vit aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Ils seront finalement maîtrisés par l'armée congolaise. Le porte-parole des FARDC annonce sur la télévision nationale avoir déjoué un coup d'État. Le général explique que Christian Malanga a été tué et que d'autres personnes ont été interpellées. Nous avons parmi eux lui-même Christian Malanga. Il y a son fils qui s'appelle aussi Marcel Malanga qui était là. Il y a 2 autres sujets américains, des Blancs, qui ont été là. Tous ont été neutralisés avec une quarantaine d'autres. Au centre-ville, la sécurité a été renforcée autour de la résidence de Vital Kamerhe. Ici, les esprits restent marqués par la violence de l'attaque. Ils sont arrivés avec le minibus qu'on appelle l'esprit de vie. Et d'autres véhicules marque Jeep SUV, ils ont pu partir avec. Mais le minibus était abandonné là. Les visites des membres de la famille politique du député s'enchaînent, malgré les impacts de balles encore présents sur les murs. Son parti politique attend les résultats des enquêtes. L'honorable Vital Kamerhe a un moral d'acier. Pour le moment, il va bien, y compris son épouse, ses enfants. Mais nous disons que nous devons connaître la vérité sur cette attaque. Au total, 2 policiers de la garde de Vital Kamerhe et 4 assaillants ont été tués, selon l'armée congolaise. Jacob Zuma, inéligible. Décision de la Cour constitutionnelle sud-africaine. La plus haute juridiction a tenu compte de la condamnation de l'ex-président à de la prison en 2021 pour outrage à la justice. Il avait refusé de se présenter devant la Cour qui enquêtait sur des actes de corruption commis sous sa mandature. Il est donc exclu des élections prévues dans 9 jours. La correspondance au Cap de Caroline Dumais. La loi sud-africaine considère comme inéligible tout citoyen condamné à plus de 12 mois de prison. Jacob Zuma avait été condamné à 15 mois, mais il n'avait été incarcéré que 3 mois en raison d'une remise de peine accordée pour désengorger les prisons. La Cour constitutionnelle considère qu'il faut se baser sur la peine prononcée et pas sur la peine purgée. Elle l'a donc déclaré inéligible pour 5 ans à compter des 15 mois, c'est-à-dire jusqu'en 2027. Cette décision a été globalement bien accueillie par la société civile, dont les responsables expliquent qu'elle rappelle un point important. Ne pas se présenter devant la justice est un crime. Jacob Zuma était
absent lors de cette audience, mais ses partisans ont déclaré que cela ne changerait rien. Il reste le patron du MK, ce nouveau parti, Umkhonto we Sizwe, qui concurrence l'ANC. Son visage d'ailleurs reste sur les bulletins de vote. Les responsables du MK ont appelé leurs troupes à rester calmes. Et puis on se souvient que l'incarcération de Jacob Zuma en juillet 2021 avait provoqué des violences et des pillages qui avaient fait 350 morts. Les autorités de Pretoria se sont dites prêtes à intervenir pour éviter toute violence en cette période électorale. Et on suit sur notre antenne les plaidoiries dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 en Guinée. Ils se sont poursuivis à Conakry. La parole est toujours aux avocats de la partie civile. Ils réclament une condamnation à perpétuité contre le capitaine Moussa Dadis Camara. Compte rendu d'audience avec Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. Les avocats de la partie civile qui se succèdent à la barre demandent au tribunal d'appliquer la peine la plus sévère, la perpétuité contre Moussa Dadis Camara et ses co-accusés et de qualifier les faits de crimes contre l'humanité. Dans ses propos très poignants, Maître Kabine Keïta accuse Moussa Dadis Camara d'être le seul commanditaire des tueries, tortures et viols commis au stade du 28 septembre. Des propos qui provoquent la colère de Moussa Dadis. C'est insensé. Regardez-moi ça. C'était là-bas. S'il vous plaît. C'est insensé. C'est insensé. Il a fallu l'intervention du président du tribunal pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Au micro de France 24, l'avocat de la partie civile maintient que Dadis reste le seul responsable des massacres. Dadis était le commandant des forces armées guinéennes à l'époque. Et Dadis lui-même a participé à la fabrication des milices. Il les a entretenues. Les preuves ont été données à la barre. Les déclarations ont concordé en cette faveur. Il n'a pas pu apporter la moindre preuve contraire. Alors, en quoi il peut ne pas être responsable? Ce n'est pas possible. Des propos que déplorent les avocats de la défense. Nous déplorons ces mots déplacés, proférés certainement sous l'effet de la passion ou du militantisme par certains de nos confrères. Le moment venu, nous prendrons la parole pour apporter, n'est-ce pas, l'antidote, la démonstration contraire de toutes les affirmations fallacieuses que nous avons entendues ces derniers temps. Pour rappel, cette étape cruciale de ce procès se déroule en l'absence de l'un des principaux accusés, le colonel Claude Pivy, en fuite depuis le 4 novembre dernier. Au Mali, l'économiste Étienne Fakaba Sissoko a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme, et à des dommages et intérêts d'un montant de 3 millions de francs CFA. Il était jugé notamment pour atteinte au crédit de l'État après avoir publié un livre il y a 6 mois sur la propagande du gouvernement malien de transition. William Ruto, le président du Kenya, entame ce lundi une visite d'État de 5 jours aux États-Unis. La dernière d'un président africain à Washington remonte à 2008. Au programme, des discussions économiques mais aussi sécuritaires. Le point à Nairobi avec Bastien Renouille. Il y a 3 aspects de ce voyage d'État qui sont essentiels pour le président kényan. Tout d'abord, l'économie. William Ruto va visiter le siège de Coca-Cola où des investissements vont être annoncés. Il faut dire que le Kenya a grandement besoin d'investissements. Le président Ruto a fait campagne sur une amélioration des conditions économiques du pays. Or, depuis son élection, il y a près de 2 ans, la situation s'est fortement dégradée pour l'économie kenyane. Ensuite, il y a l'aspect écologique. Vous le savez, à l'étranger, le président kényan aime se donner une image de défenseur de l'environnement qui plaide auprès des pays riches pour qu'ils financent les dégâts qu'ils font dans les pays pauvres à cause du changement climatique. Il a d'ailleurs cette phrase qu'il aime beaucoup répéter: il ne faut pas que l'Afrique soit seulement une victime du changement climatique, mais bien une solution à ce changement. Et puis enfin, il y a l'aspect sécuritaire. Le Kenya et les États-Unis sont des partenaires. Ils luttent ensemble notamment contre le groupe terroriste islamiste Al-Shabaab en Somalie. Et puis au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des policiers kenyans vont être déployés en Haïti, pays très proche des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui vont financer en très grande partie ce déploiement. Alors les États-Unis et le Kenya veulent montrer bien qu'ils sont solidaires, qu'ils travaillent main dans la main, d'autant plus que les États-Unis sont de plus en plus critiqués sur le continent, notamment dans le Sahel.
Cette décision saluée par les défenseurs de l'environnement au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a constitué une commission ad hoc chargée d'auditer les constructions sur la corniche de Dakar. Début avril, le gouvernement avait ordonné la suspension de tous ces chantiers. Selon les experts, cette occupation violerait le domaine public maritime. Reportage d'Eliman Dao, notre correspondant à Dakar. Mbacké Seck est exacerbé. Cet activiste environnemental constate avec impuissance les constructions tous azimuts sur le littoral dakarois. La nature était là assez clémente, verdoyante, surplombant la mer, mais aujourd'hui c'est des bâtiments qui s'érigent ici. Sur cette zone des deux mamelles de Dakar, comme un peu partout sur les côtes de la capitale, le gouvernement a ordonné la suspension des chantiers. Une mesure saluée par ce défenseur de l'environnement qui invite même les autorités à aller plus loin. Il faut détruire et les imposer à venir remettre les choses à l'endroit. La loi est très claire. Le code sur le domaine de l'État dit clairement nul ne peut avoir une concession en bordure sur le domaine public maritime sans l'avis de la commission compétente. Les propriétaires, de leur côté, disent avoir acquis en toute légalité des titres sur le littoral. Pour cet architecte, connu notamment pour être l'auteur du monument de la Renaissance africaine, la plus grande statue en Afrique, il faudra que le gouvernement se concerte avec eux. Quelqu'un qui a son titre en bonne et due forme, vous le lui prenez, c'est négociable. Parce que c'est vous, l'administration, qui lui avez donné ça. Je pense que la concertation va permettre aux uns et aux autres, aux architectes, de faire leur boulot de structuration de la corniche. Une commission ad hoc mise sur pied par le Premier ministre Ousmane Sonko promet de fournir prochainement un rapport qui sera soumis à la haute attention du président de la République. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Oussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.